vous expliquer une de mes spécificités qui est le média training, c'est-à-dire comment, avec les outils des journalistes, quelque part les retourner contre eux pour redevenir maître du discours que vous voulez faire passer, ou dans les vidéos, ou dans les médias, ou quand vous êtes invité dans le cadre d'une émission pour, par exemple, parler de vos activités. Voilà, c'était une brève présentation, comme ça vous nous connaissez tous les deux, et puis je laisse Anthony vous expliquer tout sur la vidéo. Donc je vous disais, je ne sais pas si vous connaissez un chercheur au MIT, un Français, qui s'appelle Joël de René, qui a publié un livre qui s'appelle Surfer la vie. Et j'ai choisi d'introduire cette présentation par une citation de lui, parce que je pense que c'est assez révélateur de ce à quoi vous êtes probablement confronté au quotidien de manière assez pragmatique. Donc Joël de René dit « Notre société n'est plus seulement fondée sur des rapports de force, mais sur des rapports de flux, où les liens et les interactions sont plus importants que les éléments matériels qui constituent notre monde physique et biologique. » Effectivement, aujourd'hui, ces rapports de flux, ils existent en temps réel depuis l'avènement d'Internet, et ça a d'autant plus de sens qu'il faut que vous soyez capable de réagir en temps réel tout le temps et maîtriser par conséquent votre communication tant dans les médias que sur tous les médias en général et les médias sociaux en particulier. C'est parfois assez complexe et à ce titre-là, l'image est très utile. Aujourd'hui, les enjeux, si on devait décrire les enjeux de cette société de la fluidité, comme Joël de René l'appelle, on pourrait les résumer à ces 5 mots-clés. D'une part, la créativité, c'est-à-dire sans les idées, vos idées en l'occurrence, rien ne se passe. On verra plus tard que dans le domaine de la vidéo, la forme est importante, mais le contenu et les idées en particulier sont vraiment cruciales et passent en tout premier plan, bien évidemment. Enfin, la flexibilité, qu'est-ce qu'on entend par la flexibilité ? C'est la capacité de réagir en temps réel, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, et ne pas s'enfermer dans des processus trop complexes, mais plutôt au contraire opter vers une légèreté de la production quand il s'agit de la vidéo. On est loin des moyens très complexes et lourds de la vidéo comme on pouvait l'entendre il y a ne serait-ce que 5 ans en fait. La mobilité, pourquoi la mobilité ? Il faut absolument que vos contenus soient disponibles sur tous les supports mobiles. On verra tout à l'heure à quel point, sur le plan des chiffres, cette information est importante à retenir. Ensuite, la notion d'imprévisibilité. Aujourd'hui, dans tous les domaines qui régissent la société, la communication, l'éducation, on sait et on observe qu'il est absolument impossible de se projeter. Nos politiciens nous en donnent la preuve tous les jours. Les entreprises elles-mêmes, que ce soit les petites entreprises qui elles sont plus aptes ou les hyperstructures qui elles sont en train de traverser vraiment une fracture colossale qui est de justement faire face à cette imprévisibilité, le savent particulièrement bien. Et finalement, la réactivité, l'information nous le prouve tous les jours. Il faut la plupart du temps improviser et improviser en images. Donc, la vidéo, il est important de comprendre que la vidéo s'inscrit dans cet environnement de l'explosion du web. Si on cite quelques exemples, YouTube, 2e position des moteurs de recherche sur le web. Je vous passe tous les chiffres assez ennuyeux sur la consommation de vidéos sur YouTube. Je suis sûr que vous êtes aussi informés que moi. Twitter avec son système de vidéo autoplay, ou bien Facebook où les annonceurs peuvent acheter des vidéos publicitaires et Mark Zuckerberg a décidé de donner vraiment une impulsion significative à cette stratégie-là pour l'année 2016 et même 2017. Donc prendre en fait ces 3 événements-là pour la vidéo est vraiment important. Voilà, pardon. Donc, attendez, excusez-moi parce que je pense qu'il y a... Je suis désolé.
Voilà, autant pour moi. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure qu'il était important d'être dans la mobilité. En voilà un exemple précis pour continuer à décrire l'environnement dans lequel vous allez devoir véhiculer des images. En 2015, la vidéo, c'est 50% du trafic sur les mobiles. Donc c'est colossal et la tendance pour 2016 est non seulement confirmée, mais va probablement s'accroître pour monter jusqu'à 60%. Tous ces chiffres-là, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, je vous donnerai toutes les sources. C'est essentiellement des agences de recherche anglaises. Les Anglais sont assez en avance sur toutes ces observations, mais aussi The Guardian, le journal anglais que vous connaissez, entre autres, et Forbes Magazine sont vraiment très informés en termes d'informations chiffrées sur l'importance de la vidéo. Donc 50% de la vidéo, c'est sur les mobiles. Ensuite, qui consomme cette vidéo? On sait par exemple que 75% des cadres dirigeants visionnent des vidéos professionnelles au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que si vous voulez toucher les gens qui peuvent être vos prescripteurs, mais qui peuvent être aussi vos clients, ne pas négliger cette cible-là. Et cette cible-là, elle fonctionne énormément par la vidéo. On peut le constater avec un chiffre de 75% qui est assez honnête. Comme je vous l'avais dit, j'ai choisi cette approche chiffrée. Je pense que ce sera pour vous une façon de mémoriser importante, en essayant de réduire les indicateurs le plus possible, mais en choisissant ces indicateurs de manière assez précise pour que ça puisse vous donner une piste, une direction pour orienter vos souhaits et votre réflexion en termes de stratégie de contenu marketing par la vidéo en fait. Un autre chiffre, et ça c'est très important pour votre site internet, 81% des acteurs du monde de l'entreprise utilisent la vidéo sur l'accueil de leur site internet. De plus en plus, on voit effectivement non plus du texte, il y a des raisons précises, on y reviendra plus tard dans la présentation, mais essentiellement de la vidéo sur la page d'accueil des sites. Finalement, en 2015, si on prend les marketeurs, c'est-à-dire les experts du marketing, on sait que 93% utilisent la vidéo pour le marketing web, mais aussi pour les ventes et la communication. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est que on est avant tout là pour pouvoir vous aider à faire du business, en fait, c'est-à-dire à vendre vos services, à vendre votre métier, en les mettant en avant de la manière la plus efficace possible. Donc évidemment, toucher les experts du marketing est vraiment crucial pour vous mettre en avant. 93% d'entre eux utilisent la vidéo pour travailler en fait. Et finalement, en 2015, on constate que les sites internet qui utilisent la vidéo augmentent leur temps de visite de 2 minutes en moyenne. C'est colossal. D'autant plus qu'on sait, on le verra tout à l'heure, qu'il faut que vous puissiez attraper, entre guillemets, l'internaute en moins de 5 secondes. Donc, augmenter au prorata le temps de visite passé sur votre site internet de 2 minutes en moyenne, c'est vraiment important en fait. Étant donné ce paysage qu'on vient de décrire en chiffres, qui j'espère pour vous sont assez révélateurs et parlants, j'ai essayé de résumer le plus simplement possible la problématique à laquelle vous êtes confrontés probablement au quotidien, en la synthétisant en 3 axes qui sont les suivants. Augmenter la visibilité de votre marque. Aujourd'hui, il y a une quantité d'informations colossale sur le net. Obtenir de la visibilité, c'est pas forcément facile, même si a priori vos idées sont passionnantes. N'empêche que ressortir de la masse, c'est assez compliqué. Deuxièmement, important de valoriser votre entreprise et ses réalisations. C'est-à-dire que en Europe, on sait que plus de 83% du business qui a lieu en Europe est basé sur la confiance
plus que sur la qualité des services en tant que tels. Ça ne veut pas dire que si vous proposez un service pourri, c'est pas grave, mais en revanche, lier ce lien de confiance avec vos futurs clients, c'est vraiment primordial. Et mettre en valeur votre entreprise à travers ces réalisations pour justement nouer cette relation de confiance, c'est vraiment important. Finalement, troisième axe de la problématique, au-delà de votre entreprise et de ses réalisations, c'est mettre en avant votre métier, surtout dans votre environnement où je pense qu'il y a encore aujourd'hui pas mal de décideurs et de prescripteurs qui connaissent assez mal l'environnement dans lequel vous évoluez et par conséquent le métier que vous faites, ses valeurs, ses ressources, les moyens dont il dispose, son savoir-faire et ses cibles. Ça constitue le troisième axe de cette problématique que vous rencontrez au quotidien. Donc si je synthétise, visibilité, valorisation, vos valeurs, très important, votre savoir-faire et l'identification de vos cibles pour pouvoir communiquer de manière adéquate et de manière efficace. On en reparlera tout à l'heure. Donc la vidéo. La vidéo, aujourd'hui, c'est un rôle prédominant à accorder dans votre stratégie de marketing de contenu. C'est ce que je vais développer maintenant avec vous, c'est-à-dire le cœur de la présentation, à savoir pourquoi cette vidéo elle est aussi importante, en essayant un petit peu de sortir des idées reçues qui sont généralement positives, mais sans savoir vraiment pourquoi. Donc encore une fois, je préfère une approche factuelle que des longs discours. Je vous en donne des exemples. J'ai essayé de trouver les raisons les plus importantes. J'en ai identifié 7. C'est pas les seuls, c'est pas exhaustif. Il y en a sûrement plus. Il y en a des très techniques. J'ai choisi aussi volontairement ici de pas aborder ou le moins possible des raisons extrêmement techniques à ce choix, mais plutôt une sorte de bon sens utile que vous pourrez mettre en œuvre après dans votre quotidien en fait. Premièrement, améliorer votre SEO, ça c'est extrêmement important. J'ai donné ici l'exemple, 53 fois plus de chances d'arriver en front page sur Google avec la vidéo. Évidemment, c'est absolument énorme. Deuxièmement, je vous le disais tout à l'heure, on est noyé dans une masse d'informations colossales, donc il faut absolument attirer l'attention du consommateur, surtout qu'il évolue vraiment dans cette surcharge de contenu et d'informations. Excusez-moi, j'ai cru que le micro ne fonctionnait plus. 1 minute de vidéo vaut 1,8 million de mots quand vous voulez faire passer vos idées. C'est absolument colossal. Et pour vous donner une comparaison, une image fixe ou bien du texte, seulement du texte, c'est environ équivalent à 1000 mots seulement. J'ai l'impression qu'ils ont touché au micro, non? Ah d'accord, ok, autant pour moi parce que j'avais l'impression que ça ne fonctionnait plus. Donc attirer l'attention du consommateur, c'est crucial. Troisième raison, favoriser l'interaction et la participation de votre cible. L'idée est d'engager celui que vous allez appeler l'internaute, le consommateur, votre client, votre prescripteur. L'engager, ça veut dire l'inciter à partager votre contenu. Ils appellent ça, les spécialistes appellent ça du remarketing. C'est assez barbare comme terme, mais c'est tout simplement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que votre contenu serve en premier lieu, mais puisse avoir des rebondissements par le biais du partage en fait. Et la vidéo en la matière multiplie par 10 cet engagement et ce partage. Donc on résume, amélioration de votre SEO, attirer le consommateur, son attention, l'inciter à participer, interagir pour démultiplier l'impact de votre communication. Quatrième bonne raison, optimiser l'accès à votre contenu. Ce qui est important, c'est que quand vous diffusez une vidéo, vous avez un retour chiffré de qui l'a visionné, pendant combien de temps, de manière extrêmement précise, ce que ne permet pas le texte. Donc ça vous permet d'affiner vos choix, d'affiner votre propos,
d'affiner et de réajuster éventuellement votre cible. Donc là, on est vraiment pour le coup dans un élément assez technologique, mais la vidéo renferme cette capacité de mesure, et c'est important. Cinquième bonne raison d'utiliser la vidéo, accroître le taux de rétention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on sait que les gens, on les garde assez peu, qu'on les perd généralement au bout de 15-20 secondes à peu près sur Internet. Eh bien, avec la vidéo, on constate que 65% des gens qui vont regarder une vidéo la visionnent à plus des 3/4. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on verra tout à l'heure que le format d'une vidéo a une importance aussi assez grande et que ce format-là, quand bien même il est très très court, va permettre d'accroître ce taux de rétention et c'est ce qu'on veut au final pour faire passer vos messages. Finalement, avant-dernière bonne raison d'utiliser la vidéo, le taux de clic dans vos mails. Aujourd'hui, je vous apprends rien quand je vous dis qu'on reçoit 36 000 mails qu'on trash, qu'on regarde même pas, et c'est normal. Eh bien, on sait qu'avec même l'évocation du mot vidéo dans le titre de votre mail accroît de 19%, de quasiment 20%, la probabilité que celui qui reçoit votre mail l'ouvre. Et le résultat de taux de clic est multiplié par 2 quand le mail comporte une vidéo. On voit, c'est assez significatif. Par exemple, si vous recevez la newsletter de TF1, vous constatez que dans la newsletter de TF1, il n'y a absolument plus de texte. Ce ne sont que des vidéos. Et c'est un exemple parmi d'autres parce que la plupart des grands médias traditionnels ou digitaux adoptent ce choix dans les newsletters qu'ils envoient pour informer leur cible. Et finalement, donc je résume, 7 bonnes raisons. 4e, 5e et 6e raison, mesurer, retenir, intéresser. D'accord ? Finalement, dernière raison, les émotions. J'ai gardé celle-ci pour la fin parce qu'en réalité, je pense que c'est la plus importante. Il n'y a rien qui pourra stimuler les émotions de manière subtile en évitant le côté lourd d'une image parfois, qui peut être violente, ou du texte, qui peut être rébarbatif. La vidéo stimule les émotions de manière subtile, en apportant une touche humaine, une curiosité, et à nouveau cette notion de confiance qui est vraiment cruciale dans la manière que vous avez choisi de faire du business. Pourquoi ? Parce que le timbre de voix, l'expression du visage, la musique, aujourd'hui, on sait que ça effectivement touche l'internaute ou la cible en général de manière bigrement efficace. J'ai donné un petit exemple là, Axon, si vous connaissez cette agence de recherche vraiment quantitative anglaise, je vous la recommande, pas que j'ai d'intérêt particulier à les préconiser, mais ils sont assez précis et fins dans leurs analyses. Axon Research, ça s'appelle, en avril 2015, notez que 7 personnes sur 10 ont une image plus positive de votre marque après avoir visionné un contenu pertinent les concernant. Ça, on reviendra sur ça, en revanche. Mémorisez ça, un contenu pertinent les concernant, c'est important. Mais 7 personnes sur 10 pour une amélioration de la perception de votre marque, c'est colossal. Donc, 7e bonne raison, les émotions. Peut-être la plus évidente, mais aussi la plus importante. Qu'est-ce que c'est une bonne vidéo ? Parce qu'une bonne vidéo, c'est subjectif. Une bonne vidéo, j'ai essayé de la résumer en 3 points. Une bonne vidéo, c'est une idée originale. Je vous ai dit tout à l'heure que la créativité est importante. Si vous voulez mettre en avant vos services, votre société, votre métier, les mettre en avant par votre créativité, ça me semble absolument indispensable. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que seul, parfois, on a la tête dans le guidon en permanence et c'est difficile d'être créatif
tout le temps sans avoir un feedback de l'extérieur. Même si c'est des gens qui ne sont pas forcément des gens dans votre métier de manière directe, demandez ce que les gens ressentent à propos de vos idées, c'est important. Une idée percutante, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des moyens de faire simple, vraiment faire simple pour être percutant. Un seul message, très simple, très accessible. N'oubliez pas que vous êtes censé parler à ce qu'on appelle en anglais educated people, but non-expert. Les gens ne seront pas des experts, mais ils auront un background et une culture qui leur permettra évidemment de comprendre ce que vous leur dites, et ça n'empêche pas la simplicité. Et comme je le mentionnais déjà tout à l'heure, un contenu ciblé. Vous ne pouvez pas dire la même chose en fonction des cibles que vous voulez toucher. Ça semble une évidence, mais on l'oublie souvent parce que quand on dit cibler, ça veut dire se mettre dans le besoin de la cible et pas dans la justification et l'explication de votre métier. Ça, c'est très important. Un format efficace, il existe différents formats. Il est évident que vous n'allez pas pouvoir forcément vous présenter en 6 secondes comme les formats très très courts sur certains médias sociaux, dont je ne ferai pas nécessairement la promotion ici, mais tout le monde sait de quoi je parle. En revanche, il y a quand même une tendance au format court, c'est-à-dire que rester dans un tempo à 3 temps, quoi, pourquoi, comment, c'est-à-dire un contexte, un besoin client et vos solutions. Il y a moyen d'orchestrer ce tempo à 3 temps dans un format de 90 secondes, voire parfois 40 à 50 secondes. Ces formats-là sont des formats populaires, ce n'est pas les seuls, mais je pense que ce sont de bons formats, toujours dans cet environnement où l'internaute accorde que très peu de temps, même si vous avez réussi à le retenir, même si vous avez réussi à le surprendre, il n'empêche que le temps qui va vous être imparti est compté, donc il est vraiment important d'être efficace dans ce format. Et finalement, le dernier point et pas le moindre, aujourd'hui, quiconque vous proposera un prix obscène pour vous réaliser une vidéo ne sera pas à prendre en considération. Aujourd'hui, on peut réaliser des vidéos pour un prix tout à fait raisonnable. Je ne m'aventurerai pas à vous donner un prix ici parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais vous dire aujourd'hui, non, je n'ai pas les moyens de faire une vidéo, c'est surtout ça qu'il faut vous enlever de la tête parce que si vous avez les moyens, forcément. Il y a toujours des solutions pour faire une vidéo à un prix qui ait un sens par rapport à vos ressources. Ça, c'est très important, ce facteur prix, parce que pendant longtemps, les grosses agences médias ont réussi à fermer un marché de manière très efficace sur le plan commercial en expliquant qu'une vidéo, ça demande des moyens de production très lourds et que ça coûte très cher. Aujourd'hui, c'est pas vrai. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un truc avec la caméra de votre partenaire au fond du garage. C'est pas ça que je suis en train de dire parce que la qualité est importante. Mais il y a moyen aujourd'hui d'organiser qualité et juste prix sans grande difficulté. Finalement, je ne vais pas monopoliser votre attention plus longtemps que ça, parce que je pense qu'on a fait déjà un point important sur l'essentiel. J'avais envie de vous donner un peu une perspective pour les 2 ans à venir. À nouveau, en vous donnant quelques infos factuelles, dans un contexte où dans ce courant d'innovation qui est permanent, on voit aujourd'hui apparaître les lunettes avec de la vidéo augmentée, on voit apparaître ce qu'on appelle wearable devices, les trucs que vous pouvez porter sur vous. Ça va aller en augmentant, c'est une évidence. Donc d'ici 2007, on sait que d'après The Guardian, cet interlocuteur-là est un personnage intéressant. Il s'interroge vraiment sur l'avenir de la vidéo. Je vous recommande ces articles. Il projette que, étant donné ce qu'on a vécu depuis les 2 dernières années, la vidéo va représenter 69% du trafic global des consommateurs sur Internet. C'est un chiffre énorme.
La vidéo va se positionner au premier rang dans le moyen pour les consommateurs de satisfaire leurs besoins d'information et de divertissement. Et là, c'est important parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, le consommateur, c'est un consommateur qui est extrêmement informé, surinformé, qui a envie de s'amuser en réalité et à qui vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Donc, sachant que la vidéo va arriver au premier rang pour que ces consommateurs consomment, c'est important à prendre en compte. Finalement, dernier point, on en parlait tout à l'heure, la vidéo, solution la plus facile pour captiver l'attention du consommateur en moins de 5 secondes, parce que ça, c'est une contrainte qu'Internet nous impose, en dépit des nombreux avantages qu'on a évoqués précédemment. Mais il faut faire vite, fort, bien, efficace, simple, léger et au bon prix. Ça, c'est très important. Donc, trafic, information, divertissement et facilité. Ça ne doit pas être complexe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, prendre la parole dans ces médias, ça peut paraître simple. Mais on a des exemples tous les jours qui nous confortent que c'est pas si simple que ça et que le faire maladroitement dessert plus que ça ne sert. Donc je pense qu'Eric va vous apprendre maintenant comment améliorer cette capacité, et cette faculté, cette compétence. Et merci à vous pour votre attention. Rebonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui, d'accord. C'est bon. Donc, le média training. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde est un jour, enfin en tout cas beaucoup de personnes, amenées à intervenir dans les médias. Quand je dis médias, c'est très large. Ça peut être effectivement, comme vous le disait Anthony, une vidéo de présentation, une vidéo YouTube, à la télévision, à la radio, sur des sites web via l'audio, via la vidéo. Donc, le média training est quelque chose qui devient véritablement indispensable pour plein de catégories, notamment socio-professionnelles. On le connaît des politiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais sur un média s'exprimer sans avoir fait un média training auparavant. Les avocats, de plus en plus. Il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas aujourd'hui. Dans les écoles d'avocats, on apprend à s'exprimer pour être efficace quand on passe 20 secondes dans le journal de 20 heures et pouvoir délivrer son message. Les chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir raconter ce que l'on fait et donner envie, et ça s'apprend. Les acteurs de l'économie, les acteurs de la politique, je vous l'ai dit tout à l'heure, les acteurs de la culture. Donc, en fait, aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir, pour s'exprimer et communiquer, connaître ces éléments de communication qui est le passage obligé pour les médias. Alors, il y a différents cas de figure. Soit vous êtes interviewé par un journaliste, c'est-à-dire vous avez créé votre société, vous désirez la faire connaître, vous montez une action spectaculaire pour la faire connaître. Forcément, vous allez avoir accès à un journaliste de la presse écrite, de la radio, de la télévision. Vous devez faire passer ou valoriser un message auprès des médias. Ça veut dire que dès que vous montez une action dans le cadre de votre entreprise, vous devez réaliser un communiqué de presse. Et là aussi, il y a des techniques pour réaliser un communiqué de presse et faire passer les bonnes informations, surtout pour qu'il émerge par rapport aux autres. Les journalistes en reçoivent tellement par jour. Vous êtes un élu, peut-être pas vous, mais pourquoi pas, on peut être chef d'entreprise et élu. Et vous devez intervenir dans les médias. Vous avez à gérer une situation de crise. Il arrive à
toutes les sociétés de gérer des situations de crise. À un plus gros niveau, ça peut être, je ne sais pas, EDF qui a une centrale nucléaire qui pète dans un endroit en France et qui doit vite prendre la parole dans la foulée. À d'autres niveaux, on est en période d'attentat, de terrorisme, vous êtes dans le tourisme. Il y a un lien évident pour prendre la parole à un moment ou à un autre. Et ça, il faut savoir le préparer. Ou vous participez à une conférence de presse, vous lancez un nouveau produit, un nouveau package, et vous devez le savoir faire aux journalistes. Eh bien, il faut le faire avec ces codes de communication. Alors, traditionnellement, quand vous êtes dans ce cadre de figure, face à un journaliste, dans toutes ces circonstances, vous répondez aux questions et à la fin, vous vous dites « Est-ce que j'ai bien répondu ?» Voilà. Le but du média training, c'est d'éviter ça. C'est d'éviter d'être un élève par rapport à un professeur à qui on a bien répondu et qui va vous donner une bonne note à la fin. L'idée, c'est d'avoir à l'avance préparé votre discours, les idées que vous allez faire passer. En fait, vous vous rendez maître du contenu que vous allez diffuser. Et quel que soit le professeur en face, c'est-à-dire quel que soit le journaliste, c'est vous qui restez maître de l'interview, c'est pas lui. Donc le but du média training, c'est d'apprendre des techniques de communication qui sont les mêmes que celles que connaissent le journaliste, parce qu'on les apprend en école de journalisme, et de pouvoir, avec ces techniques de communication, imposer votre discours, mais l'imposer tout en étant très fluide dans le cadre de ce que vous allez lui dire dans vos réponses, et même d'imposer vos propres questions dans son discours ou dans son interview pour pouvoir avoir fait passer vos messages pendant l'interview. Par exemple, si vous avez un chiffre sur votre entreprise, un nouveau slogan, un nouveau package à vendre, vous êtes invité à une émission, ces trois éléments-là, il faudra vous donner comme challenge de les placer dans le cadre de l'interview, sans savoir à l'avance ce qu'il va vous demander. Donc, c'est vraiment le but du média training. N'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions s'il y a des parties qui vous semblent pas claires ou qui ont besoin d'exemples plus précis. Je peux y répondre, bien entendu. Donc, ça nécessite une véritable formation, une formation qui va vous entraîner dans les conditions du direct, qui va vous donner des clés pour retrouver la maîtrise de l'interview, et ça va consister aussi à travailler avec vous sur le contenu, parce qu'on ne parle pas dans les médias comme on écrit sur un argumentaire ou quand on écrit tous les jours. Il y a véritablement une écriture audiovisuelle qui s'apprend. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et cette écriture-là est une écriture différente de l'écriture que l'on utilise tous les jours et qui est importante pour communiquer dans les médias. Donc, d'une part, les clés, et ensuite le travail sur le contenu. Donc, les objectifs d'un média training, quels sont-ils? Capter le public, c'est-à-dire que les gens qui sont en face de vous vous écoutent et trouvent un intérêt à ce que vous dites, et pour ça, il y a des techniques qui existent. Maîtriser les techniques d'improvisation, c'est-à-dire vous devez combler parce que vous n'avez pas la réponse tout de suite à la question du journaliste. Il y a des trucs et astuces qui permettent de ne pas lui répondre, de lui répondre avec une autre question, de reprendre ses mots et d'enchaîner sur autre chose. Il y a toute une série de techniques qui existent pour l'improvisation. Et puis, l'objectif, c'est aussi, quand on a un support, des graphiques à présenter, des chiffres à présenter, des bilans à présenter, comment le faire? Alors, le déroulement de la formation, elle est assez simple. Ça peut se faire simple en tête-à-tête ou en groupe. L'idée, c'est de donner les techniques, ensuite de faire l'interview dans les conditions réelles, c'est-à-dire vous êtes face à un journaliste qui vous pose des questions, vous répondez, on regarde cela ensemble en vidéo, on corrige, on vous redonne de nouvelles clés et on fait l'exercice jusqu'à ce que vous ayez compris comment ça fonctionne.
Voilà un peu le déroulement d'un média training. Alors, les objectifs du média training sont maîtriser les techniques d'expression audiovisuelle. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le repréciserai plus dans le détail, ça consiste principalement à acquérir une écriture audiovisuelle qui est différente de l'écriture habituelle, appréhender les contraintes journalistiques pour mieux faire passer ces messages auprès des médias. C'est-à-dire que si vous êtes interviewé sur BFM TV, vous n'aurez pas la même préparation à faire que si vous êtes interviewé sur Europe 1 ou sur France Inter ou sur Énergie. Chaque cas est un cas particulier. Si vous faites une vidéo sur YouTube, il y aura aussi d'autres contraintes. Donc c'est vraiment travailler en fonction du journaliste qu'on a en face ou du message qu'on veut faire passer. Maîtriser son message, on le verra dans quelques instants, ça fait partie des techniques. Hiérarchiser et clarifier l'information, savoir être concis. On sait en gros que les auditeurs, les internautes, les téléspectateurs retiennent une idée par intervention. C'est pas la peine d'en faire plus. Donc en fait, quand vous communiquez, je vous le montrerai un peu plus tard, l'intérêt c'est vraiment de sélectionner vos idées fortes et de vraiment travailler à faire passer celles-ci avant tout. Et puis les fameuses questions pièges, il existe effectivement des techniques pour éviter de se faire piéger comme beaucoup de politiques le font chez Bourdin sur BFM le matin. Il y a énormément de techniques qui a priori ils ne maîtrisent pas tous, qui permettent de ne pas répondre à une question, de répondre à côté, de rebondir sur autre chose. Il y a toute une série de trucs et astuces pour y arriver. Alors le déroulement du média training, c'est comprendre les spécificités des médias et des journalistes. Qu'est-ce que le journaliste attend de votre interview? En gros, le journaliste, souvent, il cherche ou le scoop, ou la petite phrase, ou l'image qui va permettre d'illustrer ce que vous venez de dire. Parce que c'est ce qui va être repris, parce que c'est ce qui va synthétiser votre propos. Donc tout le travail consistera à arriver déjà avec ces éléments à l'interview. Donc par exemple, tous les politiques, quand ils viennent sur un plateau, ont déjà la petite phrase de prête, et ensuite vous la voyez étalée partout dans la presse, mais tout ça a été le fruit d'une stratégie. À votre niveau, si vous avez à communiquer, ce sera exactement la même chose. C'est-à-dire les petites phrases, les exemples précis de vos clients, des packages que vous mettez en place, tout cela devra être préparé à l'avance. Donc bien comprendre la spécificité du média, parce qu'il va falloir travailler le discours qui va aller avec pour être le plus convaincant possible. Si vous avez un discours trop business par rapport à une radio comme RTL sur laquelle vous êtes invité un matin, vous tomberez, personne va vous comprendre. À l'inverse, si vous êtes sur BFM Business avec un discours trop grand public, vous allez ne pas paraître assez pointu pour les convaincre. Donc le travail du contenu en fonction du journal ou du média dans lequel on va s'exprimer est très important. Ça va, vous me suivez ? Donc les règles face aux médias, les questions à se poser avant et après l'interview. Avant, c'est surtout quel message je veux faire passer. Donc bien préparer les différents messages. À quel journaliste j'ai affaire? Est-ce que c'est un média spécialisé? Est-ce que c'est un média grand public? Quel type de journaliste je vais avoir en face? Dans quel format je vais intervenir? Si j'interviens sur une chronique de 5 minutes, il va falloir être très concis, alors que si j'ai 10 minutes ou un quart d'heure à tenir dans le cadre d'un entretien, j'ai intérêt à préparer des exemples, à avoir de la matière, si je veux arriver à tenir. Donc, c'est 3 éléments très importants sur lesquels il faut que vous posiez des questions avant l'interview.
Alors, je vous ai parlé des grandes lignes, parce qu'un média training se fait généralement sur une matinée entière où on refait plusieurs fois les choses de suite. Je vais vous parler maintenant des détails. On va entrer un peu plus dans les... Je vais vous donner quelques trucs et astuces. Donc, que l'on soit en radio, en télé, sur n'importe quel support avant de faire une vidéo sur YouTube, il y a déjà une position à adopter. C'est-à-dire que il y a un travail sur le contenu, mais à la base, il faut avoir une position de communicant. Ça veut dire avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol. C'est super important. Et vous regarderez le nombre de personnalités qui passent à la télé, qui ont la jambe qui tremble, qui ont les pieds qui sont mal positionnés, et tout de suite la caméra va aller dessus, et quoi que vous disiez, votre discours il est foutu tout simplement parce que vous n'êtes pas bien ancré dans le sol, au-delà de vous donner une certaine stabilité. Avoir la bouche très proche du micro, ça c'est valable en télé, mais surtout en radio. La plupart des personnes qui sont interviewées à la radio ont une voix beaucoup moins forte que celle de l'animateur, porte moins, parce que tout simplement, il ne parle pas très proche du micro. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Et ça vous permet au moins d'être au même niveau que l'animateur ou le journaliste qui vous pose des questions, et de pouvoir lui couper la parole si besoin en étant au même niveau. Adopter une voix forte qui sort de la poitrine, c'est-à-dire qu'il y a au début de quasi chaque média training, tout le monde arrive un peu comme ça, appuyé sur le côté, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une position très ouverte, communicant, en termes de poitrine bien développée, et ce qui permet que la voix sorte naturellement sans la forcer. Et c'est un truc de comédien qui fonctionne très très bien pour tous, et tous les journalistes, tous les animateurs le font. Quand vous arrivez à une interview, vous êtes toujours stressé. Soit vous avez pris le taxi, vous êtes arrivé en retard, soit vous avez couru dans l'escalier, vous n'êtes pas à jour de vos fiches, vous dites qu'est-ce que je vais dire, etc. Quoi qu'il arrive, vous prenez 3 grosses respirations, 3 grandes respirations jusqu'au niveau du ventre. Et vraiment 3. Et vous allez voir, ça vous permet instantanément de complètement déconnecter, de faire un reset de tous vos stress. Et là, vous êtes prêt à vous concentrer et à pouvoir entrer dans ce rôle de l'intervieweur ou de l'interviewé. C'est vraiment un truc indispensable. Et vous pouvez demander si vous connaissez des journalistes, des animateurs, ils le font tous. Et je trouve que c'est bien systématiquement que ceux qui soient en face aient les mêmes méthodes pour pouvoir communiquer. Donc, tout couper et vraiment se remettre à zéro par cette respiration. 2, être bien assis, bien ancré dans le sol pour prendre ses appuis. 3, avoir la voix qui sort, ça veut dire la bouche près du micro et une position ouverte de communicant. Voilà, ça, ce sont les basiques d'une position qu'on va adopter dans le cadre d'un média training. Après, je vais vous donner quelques petits trucs d'écriture. Je vous en parlais tout à l'heure. Les mots que vous employez, le ton que vous employez va être très important pour que votre discours, votre interview soit la plus efficace possible. La première chose, je vous le disais, c'est savoir qui est le journaliste. Quel que soit le journaliste, vous allez faire un tour sur Internet, voir de qui il s'agit, de quelle manière il interviewe, est-ce qu'il est plus intéressé par des informations, des angles économiques, est-ce qu'il aime qu'on propose des exemples, ce qui vous permettra, vous, de préparer l'interview. Ensuite, toujours raconter une petite histoire. Vous le voyez quand les journalistes vous font le compte-rendu des attentats, de choses dramatiques dans les infos, de choses positives. Malheureusement, il y en a moins, mais ça arrive aussi.
vous avez l'impression qu'il vous raconte une petite histoire. C'est comme si on racontait une histoire à son frère, à sa sœur, à son père ou à sa mère. C'est-à-dire qu'ils prennent les éléments et ils racontent. Vous, quand vous communiquez, ça doit être la même chose. C'est-à-dire vous vendez votre société, vous ne dites pas je fais ci, je fais ça, etc. Vous racontez une histoire. Ça a commencé de telle manière, j'ai rencontré telle personne, avec des exemples. Le but, c'est un peu de scénariser ce que vous allez dire pour, à chaque fois, raconter une histoire qu'on va retenir. C'est ça le but du jeu. Et ça s'applique, je vous le dis, à tout. Ça s'applique autant à l'actualité qu'à vous qui devez vendre votre business, qu'au chroniqueur qui doit faire passer des idées via un billet d'humeur. Raconter une histoire, c'est vraiment le b.a.-ba du communicant. Employer un langage de tous les jours et décoder les mots techniques. Alors ça, c'est très important, surtout quand vous êtes un professionnel et que vous devez communiquer. Pensez toujours à l'auditeur ou à l'internaute ou au téléspectateur qui est en face. Il n'a souvent pas les mêmes éléments de compréhension que vous parce qu'il n'est pas dans votre business, parce qu'il ne le connaît pas et parce que vous, au-delà de votre cible, vous cherchez toujours à toucher plus large. Donc quand vous racontez la petite histoire dont on a parlé avant, faites un effort pour quand par exemple vous donnez une abréviation de votre métier, d'expliquer en 2 mots de quoi il s'agit, un indicateur d'expliquer pourquoi, s'il y a une augmentation ou une baisse, je ne sais pas, de la fréquentation de... Ah, ça c'est mon ordinateur. Du tourisme à Paris, en 2-3 mots, dire pourquoi et de combien ça a baissé sur un an. Donc c'est bien prendre le temps d'employer un langage de tous les jours et de décoder les mots techniques utilisés. Un autre atout, c'est de faire direct et des phrases courtes. Je vous le disais tout à l'heure, on ne le fera pas là, mais dans le cadre du média training, il y a un vrai travail d'écriture différent, qui est l'écriture audiovisuelle. Et ça commence par faire des phrases très courtes, c'est-à-dire plutôt que de dire « j'ai monté mon activité dans le tourisme qui propose une nouvelle manière innovante de travailler avec des packages très intéressants ». Vous voyez, là, je suis déjà sur quasi 3 propositions dans la même phrase. Et ben, vous avez 50% de chances de vous planter parce qu'en fait, plus vous rajoutez des propositions, déjà plus en termes de respiration, vous allez avoir du mal à parler et vous allez à un moment vous étouffer et plus savoir où vous en êtes. Et en plus, vous allez perdre le fil et perdre aussi l'attention des gens qui sont en face. Alors que si vous dites j'ai monté une société dans le domaine du tourisme, j'ai un package innovant qui consiste à vendre de nouvelles choses dans le cadre du tourisme. Je commencerai à les proposer à partir du mois de janvier, je vous le ferai savoir. Avec mes 3 phrases, j'ai réussi à garder la même attention et la même attention et tout le monde me comprend. Donc, privilégiez les phrases courtes plutôt que les phrases à rallonge avec des prépositions. Et en plus, si possible, avoir en tête, avant votre intervention, le début, le milieu, la fin. Voilà, comme ça on sait où on va finir et on ne va pas partir dans des phrases très très longues sans fin. C'est clair pour tout le monde tout ça? Oui. Choisir un message prioritaire avec 2-3 idées clés. Ça, c'est vraiment la base, je vous le disais. Quand on écoute un témoignage, une interview, souvent, on retient qu'une chose. Donc il faut que vous arriviez au maximum avec 2-3 idées en se disant « je vais à cette interview, je vais faire cette vidéo YouTube ». Voilà le ou les 2 messages que je dois faire passer et il faut que ça reste votre intention dans le cadre de l'interview. Si l'intervieweur ne vous amène pas à ça, c'est à vous à l'y amener, par exemple en répondant à une question et à la fin de la question,
vous enchaînez sur un truc du style mais n'oublions pas que je voulais vous préciser que et voilà, vous ramenez systématiquement à l'idée que vous vouliez faire passer la réponse à la question qui vient de vous poser. Ne pas hésiter à s'entraîner, à répéter et à prononcer les phrases essentielles, c'est-à-dire vos mots-clés, vos slogans, les chiffres importants, tout ce que vous avez prévu de faire passer dans le cadre de cette interview, vous devez l'avoir écrit et appris par cœur. Faire des phrases courtes, je vous l'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure, donc utiliser des mots simples et sujet, verbe, complément. S'appliquer à sourire, alors ça paraît bête, mais c'est très efficace. C'est-à-dire que en télé, toujours avoir le sourire un peu forcé, vous allez avoir l'impression d'être un peu niais en souriant alors qu'il n'y a pas à sourire, mais vous verrez que finalement, il faut le forcer un peu pour que ça passe naturellement. Et en radio, il faut le forcer beaucoup pour qu'il passe un peu. Donc vraiment, dès que vous êtes en configuration d'interview, sauf si effectivement c'est pour donner le bilan d'un attentat, ce que je ne vous souhaite pas, mais là on est dans le cadre de votre activité que vous allez devoir défendre, le sourire est vraiment un plus et il n'est pas naturel. Donc il faut le forcer parce qu'on n'y pense pas. Et dans le cadre de ces média training, c'est très important parce que souvent c'est la première chose qu'on a du mal à corriger parce que on nous dit mais j'ai l'air bête, absolument pas. Le sourire est un bon vecteur pour faire le lien direct avec l'auditeur, le téléspectateur ou l'internaute. Moi, j'ai travaillé très longtemps à Énergie, que vous avez sûrement tous déjà écouté. Les animateurs sont extrêmement souriants. Et il était écrit au-dessus de leur micro, avec une petite pancarte, « Souriez, même quand vous n'êtes pas à l'antenne ». Et ça fonctionnait vraiment parce que les animateurs d'Énergie avaient vraiment un ton différent des autres animateurs. Mais ça fonctionne vraiment dans tous les cas de figure. C'est la première bonne approche dans le lien avec l'auditeur ou le téléspectateur. User et abuser d'images, de métaphores et d'exemples précis. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à chaque idée que vous développez, vous devez l'illustrer par un exemple concret. Votre discours n'aura pas de corps ou votre exemple si vous n'arrivez pas à l'illustrer. Donc quand vous parlez d'un chiffre ou je sais pas d'un nouveau package que vous mettez en place, etc., toujours le rapprocher d'une petite histoire, comme je vous l'ai expliqué au début, en disant voilà, j'ai rencontré telle personne qui effectivement avait ce besoin, je lui ai proposé en donnant un nom, en donnant une ville, en donnant voilà, illustrer chaque chose que vous dites par un exemple concret sera le meilleur moyen de lui donner de la valeur et de lui permettre d'exister et de permettre à l'auditeur de comprendre. Et puis noter sur un morceau de papier les chiffres clés qu'on ne veut pas oublier. Donc ça, c'est quand on a peut-être une interview un peu plus économique. Alors après, il faut vraiment faire attention de ne pas noyer trop de chiffres tue les chiffres. C'est-à-dire que ne pas noyer votre interview avec des chiffres. Il en faut en gros 3-4 essentiels qu'on va retenir et qui vont illustrer vos propos. Voilà un peu moi ce que j'avais à vous dire par rapport au média training. Donc il peut se pratiquer, je vous le dis, soit en tête-à-tête, et généralement ça se pratique sur une demi-journée avec vidéo à l'appui, où en fait on vous fait travailler sur tout ce que je vous ai expliqué, sur à la fois la position, sur l'écriture, sur les éléments clés, sur les éléments de langage à préparer. Donc c'est très complet. Et puis ça peut aussi se passer en groupe
où en fait chacun s'auto-alimente et travaillait par petits ateliers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou sur le média training ou sur la vidéo, parce que vous avez maintenant compris que les deux étaient liés? Non? Bon, bah, très bien. J'espère que vous avez appris